Nico, bonjour tout le monde pour cette masterclass. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Arnaud. Alors accroche-toi, je te présente comme un expert de la prospection digitale. Non mais blague à part, donc tu es cofondateur de la société Magilid, qui est un outil de prospection digitale dont on va parler dans quelques instants. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de discuter avec toi parce que tu as, déjà, ça fait de nombreuses années que tu pratiques ces solutions et tu as, je trouve, une vision très stratégique et beaucoup de recul sur des milliers et des milliers de campagnes que vous gérez tous les jours pour vos clients. Donc, on a énormément de choses à apprendre avec toi, et notamment pour celles et ceux qui souhaitent développer leur prospection digitale en B2B. Voilà, est-ce que je t'ai bien présenté, Nico? Pas mal? Ouais, exactement, exactement. Moi aussi, j'ai un rôle très opérationnel. Donc, au quotidien, j'accompagne nos utilisateurs, nos clients à faire des campagnes qui vont leur permettre, tout simplement, soit de trouver des nouveaux clients, soit d'animer une communauté. Donc, c'est exactement mon quotidien. Donc, effectivement, des sujets, j'en ai vu et j'en vois de très nombreux. Écoute, on a hâte de partager tout ça avec toi. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va effectivement commencer par parler un peu du volet stratégique, parce que c'est avant de commencer à se précipiter dans un outil Magilide ou un autre d'ailleurs. Ce qui est important de mettre en place, c'est d'abord de bien réfléchir aux stratégies, au ciblage, et c'est ce on voit bien que dans la durée, c'est ce qui fait, c'est ce qui est la clé c'est ce qui est la clé quand on veut mettre en place une prospection digitale efficace. Je t'ai demandé également de nous parler de Magilide, hein. Nous, on travaille ensemble depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai qu'avec la V3, il y a eu plein de nouveautés. Donc, je te remercie aussi de pouvoir nous parler un peu de l'outil parce que une fois qu'on a la stratégie en place, l'outil, c'est ce qui va permettre de bien pouvoir l'exécuter. Donc, en dernière partie de webinaire, tu nous feras un petit tour, un petit horizon, notamment des dernières nouveautés. C'est vrai que maintenant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais c'est vrai que grâce à l'IA, ça a permis de booster pas mal de solutions, et notamment celles dont on parle. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez bien évidemment des questions, de le mettre dans le chat. Et puis pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, là aussi, je ferai un peu. Parfois, je baisserai la tête. C'est pas que ça m'intéresse pas ce que tu racontes, mais c'est pas. C'est que je serai sur mon téléphone en train de faire le modérateur et d'essayer de compiler un peu les différentes questions que peuvent avoir les personnes qui vont nous écouter pour pouvoir les relayer. Et puis, bien évidemment, on a vu ensemble qu'on essaierait de parler aussi de quelques exemples qu'on a autour de retours d'expérience de cas clients dans différents secteurs d'activité. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est intéressant. Mais avant de démarrer, donc un petit mot sur Croissance pour tous. Pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement destiné aux entrepreneurs qui veulent développer leur activité et pérenniser leur activité. Croissance pour tous, ça a été créé le programme a été créé il y a maintenant plus de 3 ans par Laurent Hannay. Et donc, moi, j'ai rejoint l'aventure avec Laurent depuis maintenant 2 ans. Et donc, on propose d'accompagner les entrepreneurs dans la durée pour mettre en place des stratégies de croissance. Et parmi tous les contenus qu'on propose dans le programme, il y a ces masterclass qui sont ouvertes au public, qui nous permettent d'abord de partager avec nos audiences respectives des tactiques et des stratégies sur plein de sujets. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir parler de croissance pour tous et surtout du MAC, le modèle d'activation de croissance. C'est vrai qu'on le répète à chaque fois, mais quand on y réfléchit quelques instants, finalement, quand on veut faire, tout le monde veut faire plus de chiffre d'affaires, hein, tout le monde veut développer du business, mais quand on y réfléchit quelques instants, on s'aperçoit qu'il y a que finalement 3 façons de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires. Alors, dit comme ça, c'est très synthétique, mais soit on fait rentrer plus de clients, voilà, donc on fait ce qu'on appelle de l'acquisition, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième façon de faire plus de chiffre d'affaires, c'est d'augmenter le panier moyen de ses clients, donc de vendre plus. Et puis, la troisième façon, c'est d'augmenter la récurrence, hein, la fréquence d'achat de vos clients. Donc, quand on y pense, dit comme ça, c'est assez simple, mais après, quand on commence un peu à découper, vous allez à chaque fois retomber sur le modèle d'activation de croissance. C'est ce que mettent en place toutes les entreprises qui pérennisent
leur activité dans la durée, donc de jouer. Et ce qui est très intéressant dans le modèle, c'est que quand on joue sur chacun des piliers en même temps, ça c'est mathématique, ça devient exponentiel. Et souvent, en tout cas dans les petites boîtes, on s'aperçoit que ben, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps est dépensé, par exemple, sur l'acquisition. Ben, si on alimente un panier percé et qu'on fidélise pas ses clients, c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment toute la puissance du modèle. Et si vous voulez en savoir plus sur le modèle d'activation de croissance, ben, je vous donne rendez-vous sur croissancepourtous.com où vous pouvez acheter le livre qui balaye toute la méthodologie avec énormément de contenu sur 12 semaines pour vous aider à mettre en place le modèle. Vous pouvez accéder aux formations en ligne. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec Laurent ou avec moi, ben, vous pouvez effectivement nous contacter pour un accompagnement personnalisé et individualisé sur 12 semaines ou semaine par semaine, étape par étape. On va ensemble mettre en place votre modèle d'activation de croissance en jouant sur l'ensemble des piliers cités. Alors, dans cette masterclass, on va se concentrer plutôt sur ce qu'on appelle l'acquisition, comment se faire connaître et comment attirer vers son entreprise des contacts pour les intéresser à notre business. Alors, c'est vrai que depuis maintenant quelques temps, grâce au digital, les solutions de prospection, elles ont beaucoup évolué et ça s'est encore accéléré depuis 2 ans avec l'émergence de l'IA générative, bien évidemment, mais c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une promesse vaine que de dire qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser tout ou partie de sa prospection, tout ou partie de sa prospection commerciale pour finalement laisser faire à la machine ce qui est le plus ingrat. Et je défie quiconque de me dire que, même les commerciaux les plus aguerris, de me dire qu'ils adorent téléphoner, prendre leur téléphone, contacter des gens, etc. On est d'accord que quand on fait de l'acquisition, c'est un processus qui fonctionne encore, certes, mais qui est de plus en plus difficile, mais qui est surtout usant dans la durée. Et que ben, ces solutions de prospection digitale, elles permettent ben, d'affranchir les entrepreneurs, les commerciaux, de ces tâches qui sont hyper chronophages, usantes, difficiles, qui est ben, de se faire connaître et de venir briser la glace et de faire en sorte qu'un contact revienne vers vous en vous disant bah oui, coucou, moi ça m'intéresse d'aller plus loin. Et finalement, ben, ça permet du coup aux facteurs humains, aux commerciaux de pouvoir se concentrer ben, sur ce qu'on fait le mieux, ben, c'est l'interaction humaine, et pour derrière ensuite pouvoir commencer à initier la relation commerciale. Alors Nico, moi j'ai une première question pour toi parce que c'est vrai quand on dit ben, comment automatiser de manière récurrente sa prospection commerciale, ça paraît être une promesse forte, parfois un peu vendeur de rêve, comme on entend, comme on peut le voir parfois malheureusement sur Internet. Bah, simplement, c'est que c'est des stratégies aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Ben, la preuve, c'est que maintenant, ça fait quand même depuis de nombreuses années qu'à travers Magilite, vous mettez en place ces solutions chez vos clients. On le fait maintenant également avec WSI depuis maintenant 3 ans qu'on est partenaire. On propose ça également chez nos clients. Alors, mets-toi à la place d'une entreprise qui fait du B2B, il y a une équipe commerciale, il y a un service marketing, ou je suis un entrepreneur qui est seul dans mon activité. Si demain je souhaitais mettre en place ces solutions d'acquisition pour commencer, ben, moi aussi, à générer des contacts de manière récurrente, Nico, par quoi on commence? Ah, Pas le point de départ. vaste question, vaste question. Mais déjà, je rebondis sur effectivement, comment dire, tous les éléments que tu donnais avant. Déjà, c'est effectivement pas, c'est pas vain de le penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des mécaniques de prospection totalement automatisées et ça fonctionne. Ça, c'est certain. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les solutions digitales, donc en fait, quand on parle de prospection et notamment de prospection commerciale digitale, en fait, on va parler surtout d'emailing, de campagnes qu'on va envoyer sur LinkedIn. En fait, c'est ces canaux-là qui vont être les plus prisés, les plus utilisés dans ce type de campagne-là. Et en fait, on a aussi vraiment une notion de coût d'acquisition. Parce que ce qu'on arrive et ce qu'on a du mal à calculer en règle générale, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition, combien je dépense pour acquérir un nouveau client. Mais en fait, ce qui est intéressant avec les solutions digitales, c'est que, ça fonctionne, et deux, aujourd'hui, en fait, ça permet de réduire ce coût d'acquisition-là. Parce qu'effectivement, on sait très bien que
Passer des coups de fil, ça fonctionne, mais c'est du temps humain. Donc, par définition, ça va être valorisé de façon plus importante que le temps de la machine et que les algorithmes qui vont fonctionner. Donc, en fait, il y a un double effet qui est assez intéressant. Maintenant, effectivement, tout se combine. Prospection digitale plus prospection téléphone, ça se combine de façon, enfin, ça se combine vraiment bien. Encore une fois, c'est des choses qui sont assez fluides et qu'on peut mettre en place. Après, faut simplement mettre le curseur là où on le souhaite en fonction, encore une fois, de ce coût d'acquisition et du montant qu'on est prêt à investir. Voilà. Après, nous, on a vraiment des dizaines et des centaines d'utilisateurs qui font que de l'emailing ou que de la prise de contact depuis LinkedIn. Et déjà, ça fonctionne très bien. C'est des mécaniques à partir du moment où elles sont, comment dire, continues dans le temps. C'est des choses qui vont bien fonctionner. Alors, je reviens à ta question et quelle est la première étape quand on se lance dans une démarche comme celle-ci? En fait, avant de se lancer vraiment dans la démarche, j'insiste sur un point. Il faut être conscient du fait qu'on ne va pas forcément réussir du premier coup. Et c'est plutôt logique. Si c'était le cas, ça serait facile pour tout le monde. Et tout le monde se dirait, bon, bah, allez, je lance une campagne d'emailing, ça va fonctionner, je vais avoir des nouveaux clients, et puis voilà, c'est chouette. Et puis ensuite, je vais continuer, etc. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est exactement la même chose que si demain on fait un post sur les réseaux sociaux, si demain on fait une campagne ads sur les réseaux sociaux, ben, la première qu'on va faire, ce sera peut-être pas les mots-clés les bons mots-clés qu'on aura utilisés, etc. Ben, en fait, c'est les mêmes mécaniques pour toutes. Donc, avant de commencer, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est il ne faut pas abandonner au bout de 2 semaines parce que justement, c'est toujours la même chose. Hein. On récolte les fruits de notre travail. Donc, au bout d'un moment, les premières campagnes, elles vont peut-être pas donner exactement ce qu'on veut. Par contre, ça va nous donner des éléments et ça va nous donner des leçons sur lesquelles il faut capitaliser dans la suite pour améliorer nos campagnes au fil de l'eau. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et si vous êtes dans une démarche de vous dire, bah, allez, je lance une campagne et on verra bien ce que ça fonctionne, on le fait en one shot, ben, en fait, ça va être, je lance une pièce pile ou face et on verra bien ce qui se passe. Mais en fait, on ne va pas pérenniser une vraie stratégie d'acquisition comme celle-ci dans le temps. Donc voilà. Donc j'insiste simplement sur ce point-là. Pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit en fait qui, à un moment, va faire que ça va fonctionner. Il faut simplement persévérer. Voilà. C'est Alors, clair, persévérer, c'est ensuite, sûr. comment? Non, non, mais persévérer, bien évidemment. Mais je veux te dire, c'est vrai dès lors qu'on communique d'une manière générale. Tu prends toutes les grandes marques, Exactement. les marques les plus connues au monde. Moi, je cite toujours cet exemple. Mais prends Coca-Cola, ils n'arrêtent jamais de communiquer. C'est toujours un peu le gars Ouais, qui parle qui a raison. Donc, il faut tout le temps occuper le terrain. Et donc, ça se fait il dans faut la tout vie. le temps occuper le terrain. Et puis, de toute façon, ils ont amélioré leur communication au fil de l'eau. Pour parler effectivement des énormes marques qui font ça depuis des années, qui ont des gros services marketing derrière. Mais en fait, même quand on est tout seul, c'est exactement la même démarche. Tout se réplique tout le temps. Donc, faut surtout pas abandonner. Moi, j'ai pléthore comment dire, d'exemples où bah, le premier mois, on lance des campagnes, ça marche pas réellement. Et puis à un moment, en fait, on trouve le déclic. C'était peut-être que le discours qu'on utilisait auprès de la cible, il fonctionnait pas, ou tout simplement, on n'allait pas chercher exactement la bonne cible. Et en fait, au bout d'un moment, on capitalise sur ce qu'on a fait. À partir du moment où il y a des gens qui commencent à réagir un petit peu, même si en proportion c'est assez faible, mais en fait, il faut réussir à trouver les points communs entre les différentes personnes qui ont réagi, se dire, bah, finalement, mon cœur de cible, ça doit être celui-ci. Il est défini par ça, ça, ça. Peut-être que ça vient un petit peu en contradiction avec tout ce que j'avais en tête jusqu'à maintenant, mais c'est pas très grave. Et c'est la raison pour laquelle, au début, faut aussi pas hésiter à, en fait, à sortir un petit peu de votre zone de confort et aller chercher des cibles un peu différentes, à lancer plusieurs, en fait, comment dire, à mettre plusieurs cordes à notre arc. Et en fait, derrière, bah, à partir du moment où on va commencer à avoir des retours, on va trouver les points communs entre les différentes personnes qui nous ont répondu ou qui sont venues vers nous. Et ça va nous permettre, encore une fois, de faire un peu une stratégie en entonnoir. Voilà, ça, c'est une très bonne stratégie pour commencer quand on ne sait pas trop comment fonctionner. Stratégie en entonnoir, c'est bien de lancer plusieurs hameçons, de voir un petit peu ce qui s'y passe. Et derrière, en fait, petit à petit, de façon assez intelligente, de resserrer le pipe, quoi. Voilà. J'ai une première question. Alors, je me permets, j'ai une première question, mais qui est complètement en lien avec la question posée. On est d'accord que ces stratégies d'acquisition multicanal, le point de départ et la pierre angulaire de la démarche, c'est d'abord ton activité sur LinkedIn, ton profil LinkedIn. Puisque quand on va commencer à cibler, à envoyer des emails, si on fait de l'emailing, etc., c'est une personne qui envoie un email, un commercial, un entrepreneur, etc. Et derrière, ils vont vous checker, si on ne vous connaît pas, ils vont vous checker, profil LinkedIn. Aujourd'hui, en B2B, c'est rentré vraiment dans les mœurs. Tu confirmes? Alors, je confirme. Et en fait, il y a effectivement un effet que moi, j'aime pas trop. C'est typiquement de faire des campagnes d'emailing depuis ce qu'on appelle un alias, donc depuis typiquement une personne qui n'existe pas.
Demain, si on veut faire des campagnes pour WSI et tu me dis, bon, ben voilà, on va utiliser un nom, prénom de quelqu'un qui n'existe pas. Moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'aujourd'hui, en fait, n'importe qui a le moyen de vérifier qui a envoyé l'email, quel est le post, etc. Sur LinkedIn, on se trouve tous de façon très facile. Et je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser un alias d'une personne qui n'existe pas alors que c'est facilement vérifiable. Donc, moi, mon conseil aussi là-dessus, c'est soyez le plus humain possible. Utilisez votre nom, prénom pour envoyer vos campagnes. Les personnes vont vous trouver sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, vous n'avez pas besoin d'avoir le profil qui est le plus extraordinaire du réseau, mais au moins que ça soit facilement identifiable, facilement traçable, etc. Ça, c'est quand même un point de légitimité qui est important. Voilà. Alors, donc au-delà de ça, l'idée est de se dire, je pars, pour le moment, comment dire, je pars d'une feuille blanche et je veux lancer des campagnes. En fait, il y a trois éléments qui vont être centraux sur lesquels il va falloir réfléchir dès le début. Et ce sera toujours les mêmes. Et en fait, au départ, il faut se concentrer sur ces éléments-là. Le tout premier, c'est bien sûr ce qu'on va appeler la liste de contacts. En fait, la liste de diffusion auprès de qui je vais envoyer ma campagne, qui va être finalement définie par ce qu'on appelle un persona. Donc, en fait, tout simplement le profil des gens qui peuvent être intéressés par ce que je propose. Là, il faut le définir de façon assez simple. En tout cas, au début. Après, plus les campagnes avancent et plus on est à l'aise dans la démarche, plus on peut aller dans le détail sur comment dire, le profil de ces gens-là. Mais au départ, si vous ne savez pas trop, identifier donc des personnes par leur fonction, leur localisation, leur secteur d'activité et leur taille d'entreprise, ces quatre critères-là, c'est déjà très bien. Ça va vous permettre de dire, bah oui, moi, comment dire, mon persona, c'est un directeur marketing dans des entreprises, dans des PME, en province ou en région parisienne, peu importe, sur tel ou tel secteur. Bah déjà, en fait, ça va définir, c'est un premier profilage. Bien sûr, après, on pourra aller davantage dans le détail, mais c'est déjà très bien pour commencer. Et vous pouvez comme ça en définir deux, trois. Si vous avez des doutes, justement, s'il y a un persona, vous vous dites, hein, je ne sais pas trop, pour moi, il est moins naturel que d'autres, prenez-le. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et également, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des transferts d'emails à réception, etc. en interne. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, bon, si j'hésite, je le prends. C'est aussi le jeu de l'automation versus une campagne de call center où la campagne de call center, on sait que la personne, elle va appeler un nombre défini de personnes. Donc, j'ai intérêt à ce que mon fichier soit très qualifié. Là, sur une campagne d'automation comme ça, au niveau du système, qu'il envoie 100 emails ou 200 emails, ça ne changera pas grand-chose. Donc, mettez le plus de cartes de votre côté. Donc, la première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est le persona. Ça, pour le moment, vous pouvez simplement le poser sur Word. Dans un email, vous le définissez un petit peu de façon très simple. Et en fait, on va voir derrière opérationnellement comment on va faire pour aller chercher les profils en fait, les vraies personnes qui correspondent à ça. Mais dans un premier temps, la pierre angulaire de tout, c'est ça. Donc, on définit notre persona. Et juste Une une fois petite qu'on a fait parenthèse, ça, c'est que ouais, vas-y, je t'en prie. je me permets de t'interrompre, mais donc pour ceux qui nous suivent ou si certains nous découvrent pour la première fois, je vous renvoie sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous ou sur le profil LinkedIn de Laurent ou le mien, où vous retrouvez tous les replays des masterclass et notamment des masterclass qu'on a animés sur l'intelligence artificielle qui vous permet de pouvoir, si vous êtes à court d'idées ou si vous séchez sur cette notion de persona. Il y a une masterclass qui traite notamment de ce sujet bien, bien précis et qui vous explique comment pouvoir, grâce à ChatGPT, pouvoir identifier et créer vos personas. Encore une fois, si vous êtes un peu court, si vous séchez. Exactement, non, mais c'est une très bonne solution, hein. Si à un moment, encore une fois, vous avez un doute, vous ne savez pas trop, etc., bien sûr, vous pouvez complètement aller chercher des personas comme ça. Il y a aussi d'autres effets. Alors, moi, j'aime bien jouer sur ces personas. Alors, encore une fois, ça, comment dire, une idée qui vient en général s'intercaler un petit peu après. Mais je vous la donne parce que c'est souvent des bonnes idées. C'est ce que j'appelle des campagnes indirectes. Donc, en fait, vous n'allez pas aller chercher le client en direct, vous allez chercher des prescripteurs. Ça ne s'adapte pas à tous les secteurs d'activité et ça ne s'adapte pas, encore une fois, à tous les business. Mais c'est des bons réflexes à avoir. Si à un moment, vous vous dites, bah, oui, je peux passer par quelqu'un d'autre pour proposer, pour distribuer mon produit ou mon service. C'est aussi en fait des bonnes alternatives. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les campagnes qu'on va lancer auprès de ces gens-là, ça va pas être des campagnes commerciales. Ça va, en fait, je vois pas la personne comme un client final, je vois la personne comme un partenaire. Et en fait, les taux de retour sur ces personnes-là sont beaucoup plus élevés que quand on essaye de vendre quelque chose et qu'on s'adresse directement au client final. Donc, si à un moment, pour vous, il y a un prescripteur ou un profil qui peut être naturel, n'hésitez pas à le rajouter en cible 2, 3, 4 un peu à la fin, vous vous dites, bon, en plus de ça, je peux essayer d'intercaler une campagne partenaire.
Ça peut être intéressant. Voilà un petit peu sur le profil des cibles. Donc ça, c'est toujours la première, comment dire, la première chose à laquelle il faut réfléchir. La seconde, c'est ce qu'on appelle le copywriting. C'est en fait tout simplement le contenu des emails ou des messages LinkedIn qu'on va envoyer à nos différents personas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est bien sûr, premièrement, d'adapter le discours aux différents personas que vous avez définis avant. Ça paraît assez bateau, etc. Mais en fait, c'est des choses qui fonctionnent vraiment. C'est plus votre discours va être adapté à la personne que vous avez en face de vous, meilleurs vont être les taux de retour. Et ça se vérifie factuellement, ça se vérifie très souvent. Alors, sur le copywriting, j'ai pas mal de petites astuces. La première, c'est en fait, je considère toujours qu'au départ, quand vous allez communiquer auprès d'une personne, faites quelque chose de simple. Essayez pas en fait de mettre tous les détails de votre produit ou votre service parce qu'en fait, le premier email qu'on va envoyer à une personne, il n'est pas fait pour vendre. Surtout pas. Si vous faites un email qui est orienté commercial, il va rien se passer. C'est extrêmement binaire et ça se vérifie très souvent. En fait, ce premier email-là, il est fait pour prendre contact. Du coup, il faut avoir une attitude vraiment humaine au moment où on écrit cet email-là. De la même façon, si nous, Olivier, on se connaît pas et que demain, je t'écris parce que j'ai vu Croissance pour tous et je trouve que c'est intéressant, mais en fait, je vais t'écrire un email depuis ma boîte mail naturellement, donc avec mes mains et je vais te dire, bonjour Olivier, on se connaît pas, j'ai vu Croissance pour tous sur LinkedIn, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai vu que vous faisiez intervenir des gens pour vos webinaires, peut-être qu'on peut en parler ensemble, n'hésitez pas à me dire ou à m'appeler si vous le souhaitez, à disposition si besoin. Voilà. En fait, typiquement, ça, c'est un email qu'on pourrait écrire au quotidien depuis notre boîte mail. En fait, c'est exactement le jeu qu'on va répliquer dans les campagnes automatisées. L'idée, c'est d'être le plus humain possible. Il faut qu'on soit un peu empathique. On est là, en fait, pour prendre contact auprès de la personne. On n'est surtout pas là pour lui dire bonjour Olivier. Nous, on a développé Magid. C'est une solution qui permet d'automatiser vos clients. Est-ce que vous voulez cliquer ici pour prendre votre abonnement? Si on fait ça, c'est certain que tu vas voir l'email et en fait, tu vas le jeter parce qu'en fait, c'est comme dans les relations humaines de la vie de tous les jours. Si en fait tout de suite on arrive et on essaie de vendre quelque chose ou on arrive avec des gros sabots, ça fonctionnera pas. Il faut toujours un élément de légitimité. Il faut toujours en fait venir, comment dire, avoir un premier contact avec la personne. Donc sur le copywriting, sur le texte des emails, faites quelque chose de court, de synthétique, quelque chose en fait qui est souvent construit un petit peu de la même manière. Une petite phrase d'introduction, c'est toujours bien en fait pour lier le contact avec la personne. Donc moi, même si je ne sais pas forcément quoi dire, je vais essayer de trouver une petite phrase d'introduction du type je me permets de vous contacter parce que je travaille avec de nombreux réseaux de freelance, mais on ne se connaît pas, j'ai jamais eu l'occasion, on n'a jamais eu l'occasion de discuter ensemble, c'est la raison pour laquelle je vous écris. Par exemple. Mais après, bien sûr, on peut être imaginatif fait dans la phrase d'introduction. Une fois qu'on a fait cette phrase d'introduction, on va simplement essayer en fait de parler du problème de la personne que la personne vit en face de nous et qu'on va pouvoir résoudre grâce à notre produit ou à notre service. Donc ça va être la phrase numéro 2. On va simplement en fait cibler ce qu'on appelle le pain point, c'est en fait tout simplement encore une fois ce qu'on va pouvoir résoudre grâce à notre solution. Donc on va parler de ça. En fait là l'idée c'est vraiment de se mettre à la place de la personne et d'écrire noir sur blanc en fait le problème qu'il va rencontrer au quotidien. Et ensuite, troisième ou quatrième phrase, on va en fait, venir légitimer notre approche. Donc en fait, comment on résout ce problème-là? On va l'écrire noir sur blanc, mais encore une fois, faut être factuel et rapide. Il ne s'agit pas de dire, moi j'ai une formation, je fais ça, 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 ça se déroule en présentiel ou à distance, c'est une formation de 3 jours, 4 jours, etc. et ça coûte 2 000 euros. Il ne faut surtout pas écrire tout ça. Il faut dire, moi, effectivement, je suis formateur, spécialiste de ces sujets-là. Si vous souhaitez qu'on en parle, si vous avez entendu parler de ça en interne et qu'aujourd'hui vous cherchez un interlocuteur sur le sujet, je serais ravi de vous donner plus de détails sur les formations que je fais. OK, très bien, on est factuel. On est pour une première approche qui est une approche assez soft et c'est un premier email qui est très bien. Voilà, donc essayez en fait dans ce cas-là simplement d'écrire des emails donc en 5, 6, 7 lignes maximum, c'est déjà pas mal. Voilà, factuel, synthétique. Et pour chaque persona, ce que vous pouvez faire, c'est écrire un email 1 et une relance. Parce que dans les mécaniques d'acquisition digitale, ce qui est important, c'est d'envoyer un premier email, mais c'est aussi de relancer de façon automatique. Parce que, en fait, ça se vérifie très souvent. On a presque toujours plus de réponses sur les relances que sur l'email numéro 1. Très souvent, l'email numéro 1, les gens voient l'email 1 et puis ils passent à autre chose. Et en fait, du fait de la petite piqûre de rappel la semaine suivante,
en fait, on va avoir plus de réponses. Donc, pour chaque persona, ce que vous pouvez faire, encore une fois sur Word, vous écrivez un premier email et un deuxième email. Après, on complexifiera un peu plus, on complexifiera un peu plus comment dire, les scénarios et le nombre de relances dans un second temps. Mais déjà, c'est une bonne alternative pour commencer, tout simplement parce que ça ne va pas vous mobiliser trop le temps au début et ça va vous permettre de commencer rapidement. Et c'est ça qu'il faut parce qu'en fait, il faut aller tester le marché et tester ce qu'on fait assez vite. Donc, en fait, 2 premiers emails, c'est déjà très bien. Euh, Ça va, Olivier? Ça te paraît clair jusqu'à maintenant? C'est très clair. Donc, c'est pas une question, mais c'est une remarque. Mais du coup, parce que c'est en lien avec ce que tu nous dis. Donc, tu conseilles, c'est pas que tu conseilles, c'est qu'effectivement, on met en place des chaînes d'emails, de ce qu'on appelle l'automatisation. Ça va être des séquences de messages, email, ça peut être sur LinkedIn, etc., qui vont faire en sorte que petit à petit, dans la durée, ben, les gens vont être plus exposés à nos contenus et donc plus enclins à nous répondre. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, cette chaîne d'email, au début, elle n'a pas besoin d'être compliquée. Vous pouvez faire une chaîne d'email en 2 emails, c'est déjà très bien pour commencer. Mais c'est exactement ça. Et donc, ce qu'on entend par automatisation, c'est que du coup, dans l'outil Magilide, ça nous permet de pouvoir déclencher le deuxième email en fonction de différents critères et ainsi de suite, le troisième, le quatrième, C'est etc. exactement ça. En fait, on va demander au système de renvoyer notre email de relance à tous les gens de notre liste de contacts la semaine suivante, en excluant typiquement ceux qui nous auraient déjà répondu parce que eux, ça serait pas forcément bienveillant. En tout cas, ça serait pas forcément la meilleure approche que de leur renvoyer un email alors qu'ils nous ont déjà répondu. Voilà. Donc en fait, c'est des mécaniques comme ça qu'on va mettre en place. Voilà. Et simplement sur les contenus d'email, encore 2 petites astuces, des astuces très rapides. La toute première, c'est au niveau de l'objet de l'email. Donc, vous savez, quand vous rédigez un email, il y a toujours un objet. C'est l'objet qu'on voit tous dans notre boîte mail au quotidien. Donc, ça, en fait, il va falloir le paramétrer dans le cadre de la campagne qu'on va envoyer. Sur cet objet-là, de façon contre-intuitive, faites des objets qui soient des objets assez évasifs. En fait, plus votre objet va être précis, plus il va être assimilé à un email commercial et à, en fait, j'ai quelque chose à vendre. La raison est très simple, c'est qu'encore une fois, il faut vous mettre dans la peau du destinataire et il faut que vous mettiez un objet qui, en fait, pour le destinataire, pourrait correspondre à un email qu'il reçoit en interne. Typiquement, Olivier, si je t'envoie un email demain et qu'on ne se connaît pas, je vais par exemple écrire en objet marketing automation. Je ne vais surtout pas écrire Magids, la plateforme qui te permet de mettre en place des campagnes d'automatisation. Dans le second cas, tu vas même pas cliquer sur mon email. En fait, tu vas le voir avec l'objet, tu vas dire, OK, il est déjà en train de me vendre quelque chose, clique, poubelle. Voilà. Donc, en fait, si je t'envoie quelque chose, marketing automation ou campagne en cours, tu vas te dire, tu sais pas en fait ce qui peut se passer derrière. Ça se trouve, c'est vraiment des campagnes que tu es en train de mener et tu es obligé d'ouvrir l'email. Voilà. Donc, l'objet, c'est extrêmement important. Objet en 2, 3, 4 mots grand max et quelque chose d'assez évasif. Et enfin, sur le contenu de l'email aussi, petite astuce également, vous avez en fait 2 grandes stratégies. Stratégie numéro 1, vous insérez un lien à l'intérieur de l'email qui va par exemple permettre au destinataire d'être envoyé vers votre landing page ou vers votre site internet. Ça, c'est la première stratégie. Donc en fait, l'objectif recherché, c'est je veux qu'il y ait des cliqueurs, c'est-à-dire que les personnes cliquent et soient envoyées vers mon site internet. Stratégie numéro 2, je mets aucun lien cliquable à l'intérieur de mon email, mais je pose une question à la fin de mon email. Donc du coup, comment dire, ce qu'on appelle les KPIs, donc le retour que j'en attends, c'est plutôt des gens qui me répondent plutôt que des gens qui cliquent sur mon lien. Et ça, en fait, j'ai toujours l'habitude de dire à chaque email son objectif. Il vous faut soit l'un, soit l'autre. Pas les deux à l'intérieur d'un email, tout simplement parce que si vous mettez les deux à l'intérieur d'un email, ça va être compliqué de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, faites un choix. Et au départ, faites plutôt un choix qui s'oriente vers la question que vous posez. En fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous mettez un lien, ça va être très compliqué pour vous de suivre ce qui va se passer à l'issue de la campagne. Si vous mettez un lien, vous envoyez votre campagne à 1000 personnes, vous allez peut-être avoir 60, 70 personnes qui cliquent sur votre lien, mais eux, ça va être très compliqué pour vous de savoir ce qu'ils font derrière. Est-ce qu'ils ont visité mon site web? Combien de temps ils sont restés? Quelle page ils ont visité? Est-ce que derrière, ils ont quitté mon site web rapidement ou qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, tout ça, ça va être très compliqué à savoir. Et du coup, pour vous, en fait, ça va probablement vous donner un indicateur qui est, bon, j'ai généré 60, 70 cliqueurs, mais qu'est-ce que j'en fais réellement derrière? On ne sait pas trop. Voilà. Donc, orientez-vous plutôt vers une question qui, elle, en fait, sera beaucoup plus factuelle. Vous saurez qui vous a répondu et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu. Oui, donc ça Voilà marche, sur cette partie des ça contenus. marche très bien et c'est souvent contre-intuitif d'ailleurs. Mais c'est vrai que
Moi, je dis souvent, ça, l'email, c'est un icebreaker. Donc, il doit vraiment être là pour briser la glace, faciliter l'interaction. Et puis là, dès que ça commence à mordre et à répondre, ben là, on va pouvoir passer à la phase numéro 2. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et enfin, dernier, donc là, vous voyez, on a vu ensemble la partie des ciblages, la partie des emails, des contenus d'emails. Et en fait, le dernier élément qu'il vous faudra pour envoyer campagne, c'est ce qu'on appelle des emails expéditeurs. Donc, en fait, c'est les emails qui vont être chargés d'envoyer des campagnes pour vous, en fait, donc pour le compte de la campagne. Et là, simple petite astuce, dites-vous toujours que l'email que vous utilisez au quotidien, peu importe le domaine, si le domaine c'est olivier.com, mais en fait, n'utilisez jamais votre email du quotidien pour envoyer vos campagnes. La raison est très simple, c'est que derrière le arrobase sur une adresse email, c'est ce qu'on appelle le domaine, et chaque domaine a une réputation sur le web. Plus vous envoyez d'emails depuis un domaine, plus vous avez de chances que la réputation de votre domaine en fait soit dégradée. Donc au bout d'un moment, si vous faites des campagnes depuis votre propre email, au début ça va très bien fonctionner, et puis au bout de quelques semaines, si vous poussez un peu trop la machine, vous avez un risque que vous commenciez à tomber dans les spams. Et en fait, c'est bien dommage. Et du coup, moi, mon conseil, ma recommandation, c'est pour toute campagne de prospection commerciale par email, vous achetez un autre domaine. Donc, vous achetez olivier-b2b.com, ce que vous voulez, peu importe, à partir du moment où c'est un domaine qui est différent. Et puis, vous allez créer en fait une adresse depuis ce domaine-là, et c'est cette adresse-là qui va être chargée d'envoyer des campagnes. Voilà. Ça, c'est un point très important, parce qu'en fait, ça vous permet d'étanchéiser toutes vos adresses email, etc. Et surtout, ça vous permet d'anticiper et d'éviter que vous puissiez avoir une dégradation de votre domaine. J'ai Et Emma- voilà un petit peu sur les 3 points qu'il nous faut pour les campagnes. j'ai une question d'Emmanuel qui me demande comment ça se passe quand on a, quand on a plusieurs commerciaux dans une équipe, par exemple. Donc, on peut, dans l'outil, avoir plusieurs emails associés à chacun des commerciaux, par exemple, et rediriger vers chacun des commerciaux. C'est exactement la meilleure chose à faire. En fait, vous avez deux choix. Soit vous centralisez tout sur un expéditeur, puis vous dites, bon, bah, cet expéditeur-là, en fait, il va driver toutes les réponses qu'il a, ça va arriver chez lui et après il les redispatch. Solution numéro 1. Solution numéro 2, j'ai plusieurs commerciaux. J'ai Olivier, Nicolas et Dimitri qui sont commerciaux. Bah, en fait, je vais créer simplement une adresse email à chacun sur le domaine qu'on a acheté spécifiquement. Et je vais venir créer, en fait, et connecter les 3 adresses email sur la plateforme. Voilà, tout simplement. Et la meilleure chose à faire, en fait, ensuite, c'est quand vous créez ces adresses email qui sont sur des adresses email sur un domaine différent, vous mettez en place tout de suite, vous configurez une petite redirection automatique. Ça, c'est très simple à faire. Et du coup, ça veut dire que à partir du moment où Nicolas va recevoir une réponse, donc l'adresse email dédiée aux campagnes va recevoir une réponse, elle sera automatiquement transférée sur la vraie adresse email de Nicolas. Et comme ça, en fait, le commercial, le sales, lui, il n'a pas deux adresses à gérer. Il gère toujours son adresse habituelle au quotidien et il va recevoir sur cette adresse-là les réponses des campagnes qui lui sont automatiquement retransférées. Voilà. Oui, ça, c'est important. C'est l'erreur à pas faire, hein, de prospecter sur son propre domaine. Il faut être Exactement. vigilant sur le sujet. Exactement. Alors concrètement, maintenant qu'on a compris la démarche, comment on fait pour récupérer comment on fait pour récupérer des contacts? Comment ça se passe? Alors, il y a plein de solutions possibles. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Hop, écran, écran entier, partagé. Olivier, n'hésite pas à me dire si on voit bien mon écran. On est bon, ça marche. On est bon. Alors, hop, je cache juste la barre de tâches du webinaire. Voilà, top. Alors, là, je vous ai mis sur la plateforme Magileads. Enfin, nous sommes sur la plateforme Magileads. Et vous allez voir, donc c'est une plateforme en fait qui a été expressément conçue pour ce type de mécanique, donc pour toutes les campagnes d'acquisition, de prospection. On peut aussi, par extension, faire ce qu'on appelle des campagnes d'animation de communauté. Typiquement, si à un moment vous avez des prospects, d'anciens clients, ou même si vous avez des clients à l'heure actuelle sur lesquels vous voulez communiquer pour faire de l'upsell, par exemple, en fait, toutes ces mécaniques, elles sont possibles. Que vous fassiez ça sur un fichier de contact que vous connaissez pas ou un fichier de contact que vous connaissez, peu importe, les deux fonctionnent très bien. Simplement, bah, derrière, on aura bien sûr un ajustement au niveau du discours qu'on aura auprès de ces gens-là. Mais derrière, ça veut dire que
le socle technologique, il est duplicable, lui, pour plein de cas d'usage différents. Donc, vous voyez, sur cette plateforme-là, en fait, on va retrouver ici exactement les 3 onglets dont on parlait depuis tout à l'heure. L'onglet qui, en fait, va venir définir nos listes de contacts, à l'intérieur duquel on va centraliser toutes les listes dont on va avoir besoin pour nos campagnes. L'onglet qui va nous permettre ici de créer, vous voyez, tous les modèles de messages, que ce soit des modèles, en fait, peu importe le canal, que ce soit des modèles de messages pour des campagnes email, on va les retrouver ici, que ce soit des modèles de messages pour des campagnes LinkedIn, on va les retrouver ici, des modèles de messages pour des campagnes SMS, etc., etc. On va tout centraliser ici. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment la partie copywriting. Et enfin, on va avoir du coup la partie expéditeur. Hop, voilà, ici, qui était le 3e volet dont on parlait, Olivier, tout à l'heure ensemble, donc c'est ici qu'on va venir connecter les emails en fait qui vont nous permettre de gérer nos campagnes. Donc, vous voyez, typiquement, si j'illustre ce que je disais tout à l'heure par rapport au domaine, nous, notre domaine, c'est pas magids.net. Magids.net est un domaine qu'on utilise pour faire nos campagnes. Mais comme ça, encore une fois, on étanchéise tout. Et ce domaine-là, en fait, il est expressément utilisé pour ces campagnes-là. Vous voyez, on a même marketing-magids.com, qui n'est pas non plus notre domaine de tous les jours, mais on en a plusieurs qui nous permettent de mener plusieurs campagnes à la fois. Voilà. Et du coup, donc là, vous voyez, on va retrouver nos éléments 2 et 3. Et notre élément numéro 1, c'est les listes de contacts. C'est en règle générale le plus compliqué à constituer. Les listes de contacts, en fait, c'est toujours quelque chose, on se dit, mais comment on peut faire? Comment on va faire pour créer nos listes de contacts? C'est compliqué, on ne sait pas trop par où démarrer, etc. Alors, nous, on a des solutions assez simples. Vous voyez, je vais venir en fait dans l'espace de création de listes, puisque sur la plateforme Agilis, en fait, on va avoir la possibilité de créer des listes de contacts en partant de zéro. L'idée est de dire à nos utilisateurs, oh là là, vous n'avez pas besoin d'avoir sur votre ordinateur votre liste de directeurs marketing auprès de qui vous voulez communiquer. On est capable en fait de le créer en direct. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer la liste de contacts de façon dynamique, donc en temps réel. Et nous, on va avoir les algorithmes qui vont nous permettre en fait de constituer cette liste de contacts à l'instant T en utilisant toutes les sources de données qu'on va trouver sur Internet. Et du coup, vous voyez ici, le système va me proposer plusieurs sources différentes en fonction de ce que je recherche. Les principales sources que l'on va utiliser pour constituer les listes, c'est LinkedIn et c'est Google Maps. La différence entre les deux, c'est que le profil des personnes qu'on va trouver sur chaque source est différent. Sur LinkedIn, on va trouver tous les profils qui sont en règle générale ce que j'appelle définis par leur fonction. Les directeurs marketing, les directeurs immobiliers, les chargés d'affaires, ce que vous voulez. En fait, à partir du moment où vous définissez la personne par sa fonction, vous allez la trouver sur LinkedIn. A contrario, si vous définissez la personne plutôt par son métier, type je cherche des artisans, des notaires, des commerçants, des restaurateurs, etc. À ce moment-là, je vais plutôt m'orienter sur Google Maps. Voilà. Donc, en fait, c'est cette distinction-là qui est intéressante à faire au début en fonction du persona, en fait, du profil de vos cibles. Et comment ça va se passer ici? En Alors, fait, on va essayer de rendre la chose. Oui, pardon. j'ai une question, Nico, qui vient. Je te coupe, hein, je la prends à la Ah, bah, volée. je t'en prie, bien sûr. Comme on le voit à l'écran, on peut aussi venir importer des listes de contacts existantes qu'on a déjà. Et après, l'outil, il est capable de les enrichir. Totalement. En fait, vous avez effectivement, alors, vous voyez, je vous les présente pas forcément toutes, mais celle-ci, un port manuel, on a bien sûr la possibilité d'envoyer un fichier Excel dans la plateforme. Donc, ça, c'est un fichier qui est constitué sur votre ordinateur que vous avez. Et derrière, en fait, les mécaniques d'enrichissement entre les listes qu'on va constituer depuis LinkedIn, Google Maps ou les listes qu'on importe vont être les mêmes. C'est-à-dire que dans la plateforme, vous allez avoir la capacité, par exemple, la possibilité d'importer un fichier dans lequel vous auriez 3 colonnes nom, prénom, entreprise, par exemple, et puis vous n'avez aucune autre information sur ces gens-là. Et vous allez avoir la possibilité de l'importer sur la plateforme et derrière, ce qu'on appelle enrichir le fichier, c'est-à-dire rajouter, par exemple, le lien LinkedIn de la personne. Donc, à partir du lien LinkedIn de la personne, on va pouvoir trouver sa fonction, son entreprise, et puis on va pouvoir compléter. Derrière, nos algorithmes vont compléter l'email, la civilité, le secteur d'activité, le téléphone. Et en fait, par des effets de cascade comme ça, on part d'un fichier sur lequel j'ai pas beaucoup d'informations et via l'enrichissement, je vais pouvoir rajouter une panoplie d'informations qui vont être intéressantes pour moi dans le fichier. Voilà. Donc ça, effectivement, on a la possibilité de le faire depuis l'import manuel. En fait, c'est pratiquement comme si c'était une source équivalente aux autres. Derrière, on va avoir les mêmes mécaniques d'enrichissement. Voilà.
Et du coup, pour vous montrer, vous voyez comment ça se passe à partir de LinkedIn. Alors, je vais ouvrir moi mon LinkedIn à moi, tout simplement parce qu'en fait, le seul jeu qu'on va faire sur LinkedIn, ça va être en fait tout simplement la recherche de contacts. Alors, la petite précision, moi, je me mets sur Sales Navigator parce que c'est vrai que j'ai totalement l'habitude et que je passe mes journées sur Sales Navigator, mais ce n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire que vos listes de contacts, vous pouvez les créer depuis LinkedIn normal. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accès payant à la plateforme, enfin à Sales Navigator pour créer vos listes de contacts. Je le précise parce que je pense que sinon vous nous auriez posé la question. Et c'est surtout que moi, je suis très habitué à Sales Navigator et en plus de ça, Sales Navigator me propose des filtres de recherche qui sont un peu plus avancés que LinkedIn normal. Donc, en fait, ça me permet de faire des recherches qui sont un peu plus affinées. Voilà. Mais sinon, à partir de LinkedIn normal, ça fonctionne aussi très bien. Et après, je Là, crois vous que voyez, LinkedIn, pour ceux qui démarrent, propose toujours un mois gratuit sur Sales Navigator. Même, toujours. même des fois, quand tu l'as utilisé, te remettre un mois gratuit pour t'inciter à revenir. Donc, on Exactement. peut aussi l'utiliser en phase de constitution sur une première campagne, par exemple. Ça peut être intéressant. On peut complètement faire ça. Tu as totalement raison, Olivier. Ouais, il me semble qu'on a un mois gratuit tous les 12 mois. Quelque chose comme Et ça, il me 12 semble. mois, voilà, une fois par an. Il me semble que c'est ça. Et donc là, vous voyez, en fait, le jeu qu'on va faire, c'est en fait, on va simplement cibler les différentes personnes qu'on recherche ici. Donc, je vais lui dire, hop, attendez, j'ai dû faire une fausse manip. Ah, voilà. Voilà. Donc là, en fait, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Alors, je vais simplement lui dire France, responsable marketing, mais évidemment, tous les filtres de recherche sont possibles. Vous pouvez mettre en zone géographique France comme Belgique, Suisse ou n'importe quel pays du monde. Ça va fonctionner de la même manière. Donc là, en fait, vous pouvez utiliser tous les ciblages possibles. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en fait, ça rejoint un petit peu notre discussion du début. Si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à ajouter les contacts dans votre recherche, ça en fera un peu plus. Et finalement, ça peut aussi vous servir. Et puis là, hop, j'attends qu'il me redonne la main. Voilà, il met toujours un peu de temps à chercher. Et là, en fait, je vais lui dire responsable marketing. Je prends un exemple assez classique. Mais là, vous pouvez mettre n'importe quelle fonction. Vous pouvez mettre des fonctions qui sont des fonctions niches, ça pose aucun souci. Vous aurez simplement moins de contacts, mais c'est aussi très bien parce que ça vous permettra de faire une approche qui est une approche très précise. Et donc là, voilà, on va simplement, donc on fait notre recherche sur Sales Navigator ou sur LinkedIn normal. À partir du moment où on a fait ça, en fait, on a à peu près fait tout le travail. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, vous voyez, copier le lien de notre recherche en haut. Donc là, j'ai simplement fait CTRL-C. Et c'est ça que je vais venir importer au niveau de la plateforme. Donc là, vous voyez, dans LinkedIn, je vais copier le lien de la recherche que j'ai effectuée. Je vais sélectionner mon compte LinkedIn que j'ai préalablement connecté à la plateforme. Et enfin, je vais donner un nom à ma liste. Donc, responsable market, France. À partir de là, dernière étape, je vais demander au système d'importer les contacts et de générer les emails. À partir de là, je ne touche plus à rien. Et le système va me constituer une liste de contacts qui va derrière être exploitable pour mes campagnes. Et vous voyez, à la fin du parcours, donc le système va à peu près prendre une demi-heure pour constituer la liste, enrichir toutes les informations de contact. Et vous voyez, à la fin, on va avoir en fait une liste de contacts qui va ressembler à ça. Vous voyez, ça c'est une liste de contacts plutôt orientée IT que j'ai créée moi-même en début d'après-midi, dans lesquels on va retrouver la civilité, le nom, le prénom, la fonction, les emails, les téléphones. Alors les emails, on ne les trouve jamais à 100% du temps. En général, on va les trouver à peu près à 60% du temps. C'est à peu près les indicateurs. Mais voyons, on va avoir le téléphone, les réseaux sociaux, le lien LinkedIn, les localisations, secteur d'activité, le descriptif du site internet. Vous voyez, on va avoir une panoplie d'informations qui derrière, en fait, vont tout simplement peuvent me servir à sous-segmenter ou à faire un texte adapté en fonction de tel ou tel critère. Voilà. J'ai Véronique, Donc, ouais, j'ai Véronique qui te demande sur l'import de fichiers manuels si ça enrichit aussi les numéros de téléphone. ça enrichit aussi les numéros de téléphone. Dans un premier temps, vous allez avoir le numéro standard ici qui va apparaître à chaque fois. Ça, c'est des standards, donc professionnels mais standards. Et après, vous avez aussi la possibilité, je vais vous le trouver voilà, ici, de rechercher le numéro de mobile sur chaque personne. Voilà. Vous avez les deux possibilités. Le numéro de mobile, en fait, on ne le met pas, comment dire, par défaut. C'est à l'utilisateur de cliquer ici, tout simplement parce que ça coûte un peu cher. Donc, en fait, il faut mieux bien sélectionner les numéros de mobile qu'on va voir.
Et il te Voilà. récupère quel pourcentage de téléphone portable? Entre 30 et 40%, à peu près. Ah non, c'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et moi, j'aime bien, nous, typiquement, chez Magilins, on aime bien lancer des campagnes et à partir du moment où les personnes ouvrent les emails ou cliquent dans nos emails, etc., bah, à ce moment-là, en fait, on génère le numéro de mobile sur ces gens-là. Et ces gens-là, on les passe dans une boucle où on va plutôt les appeler derrière. On fait pas mal de mécaniques comme ça, mais du coup, on va utiliser les numéros de mobile avec parcimonie. Oui, ce Voilà. que tu dis, c'est en fonction des résultats des campagnes et de l'interaction des prospects avec tes emails, parce que tu l'as pas dit, mais l'outil propose un système de suivi des prospects avec un scoring, etc. Et donc, les prospects qui ont interagi, on va les appeler les prospects chauds. Bah, du coup, derrière, pour les réengager, tu vas sur cette typologie générer des téléphones portables pour éventuellement après derrière les relancer. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et à ce niveau-là, vous allez donc aussi avoir pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont, bah, bien sûr, qui sont apparues avec l'IA. Vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter des colonnes, donc des colonnes supplémentaires, parce que vous voyez, toutes les informations qu'on a sous les yeux ici, c'est les informations par défaut que nous, nos algorithmes rajoutent. Mais vous pouvez avoir besoin d'une information supplémentaire. Par exemple, je vous prends un exemple concret. Si j'étais dans le cas d'une agence SEO, par exemple, qui dirait, bah, moi, je veux faire des campagnes, proposer des mots-clés de positionnement Google aux différentes personnes que j'ai dans la liste. Mais en fait, à partir de la description du site Internet, je pourrais demander à l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, je pourrais créer une colonne qui s'appellerait mots-clés SEO. Et dans ce cadre-là, en fait, je demanderai à l'intelligence artificielle, à partir de la description du site Internet, pourrais-tu me donner les mots-clés qui seraient les plus pertinents en termes de positionnement Google? À partir de ce moment-là, en fait, l'intelligence artificielle va me donner les mots-clés pour chaque ligne de contact dans ma liste ici. En fait, elle va me rajouter une colonne mots-clés, puis je vais les avoir ici. Ce qui voudra dire qu'au moment où je vais écrire mon email, je pourrais dire bonjour, monsieur Martin. Ben, je me permets de vous contacter. J'ai regardé votre site internet ainsi que la description de votre site internet. À partir de là, j'ai réfléchi aux mots-clés qui pourraient être les plus impactants. Deux points, les mots-clés que l'intelligence artificielle m'a donnés. Est-ce que vous êtes présent sur ces mots-clés? Peut-être qu'on peut en parler ensemble ou faire une estimation budgétaire comment dire, de l'impact qu'aurait le positionnement sur ces mots-clés. Ça, c'est un exemple d'email qui est à la fois simple, très personnalisé et assez impactant. Et ça, ça serait un email qui serait assez chouette de tester d'ailleurs. Voilà. Non, non, mais ça, c'est très intéressant ce que tu partages parce qu'on s'aperçoit quand même que une des clés de campagnes qui fonctionnent bien, c'est des campagnes qui sont ultra personnalisées, ultra ciblées. Et pour créer cette personnalisation, ben, il faut pouvoir être renseigné au maximum sur le destinataire, soit en créant ben, des pools de prospects, des pools de destinataires vraiment ultra ciblés, soit maintenant en utilisant l'IA qui permet de faire quasiment du cas par cas. Et ça, c'est une des grandes forces de l'outil. Et c'est ce qui permet aussi de se différencier, parce que les gens ils en ont marre de recevoir des messages génériques où on voit bien qu'on rentre dans une boucle généraliste. Et donc là, un des gros avantages de l'outil, c'est ça, c'est grâce à l'IA pouvoir essayer avec les filtres, hein, je crois, de personnaliser au maximum les messages C'est exactement personne ça. par personne, en fait. C'est exactement ça. Un autre exemple, vous voyez ici, j'ai par exemple la durée du poste, donc depuis combien de temps la personne est en poste, la date de prise de poste ici. Je pourrais très bien rajouter une colonne intelligence artificielle en lui disant, bah, à partir de la durée de poste et la date de prise en poste, peux-tu me donner les personnes qui sont en poste depuis moins d'un an? Et spécifiquement à ceux-là, donc en fait, je vais les extraire de ma liste. Et eux, je vais avoir un discours très adapté à ces personnes-là, en leur disant, bah voilà, je me permets de vous contacter. J'ai vu que vous aviez pris votre poste depuis moins d'un an. Comment se passent vos débuts dans vos fonctions? Est-ce que vous réfléchissez à mener des projets d'envergure qui seraient par exemple l'installation d'un logiciel de marketing automation? Ça peut peut-être être pertinent. Voilà. Texte pareil. On va juste utiliser en fait cette information-là pour personnaliser nos emails et en fait simplement pour contextualiser l'approche que je vais pouvoir donner. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau des listes, et donc, vous voyez, tout cet enrichissement-là, c'est le même enrichissement que vous pouvez avoir en important une liste de contacts Excel. À partir de ce moment-là, en fait, on aura juste à cliquer ici, hop, et à dire enrichir la liste. Et là, en fait, il va nous demander est-ce que vous voulez générer les emails, est-ce que vous trouvez les liens LinkedIn, ou est-ce que vous voulez enrichir à partir des liens LinkedIn. Ça dépend en fait des colonnages et de ce que vous avez dans le fichier que vous avez importé. Voilà. Alors, le temps file, hein, parce qu'il est déjà 6h moins 10
Et voilà, moi, j'aime bien respecter l'horloge et pouvoir libérer les personnes qui nous écoutent à 18 heures. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous en termes de résultats? En termes de résultats, selon ton expérience et tout ce que tu vois, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? Qu'est-ce que, voilà, en termes de rendez-vous, en termes de contacts générés, etc. Avec en préambule quand même, et j'insiste là-dessus, c'est que dès lors qu'on met en place ces stratégies de prospection digitale, bien évidemment, on souhaite tous avoir des rendez-vous et c'est l'objectif. Mais il y a aussi un deuxième aspect qu'il faut surtout pas négliger et qui est aussi important, sinon plus, qui est de pouvoir interagir avec les personnes avec qui vous n'allez pas faire un rendez-vous tout de suite, parce que tout le monde n'a pas forcément un projet immédiatement. En revanche, ces gens-là, ils sont intéressés par ce que vous faites pour pouvoir interagir plus tard. Et donc, il y a aussi un gros travail à faire, ce qu'on appelle le nurturing. Et là aussi, je vous renvoie à la masterclass qu'on a faite il y a 15 jours avec Laurent. On a traité du sujet. Donc, Magilite, c'est un excellent outil pour pouvoir capitaliser sur des prospects dont on va nurturer dans la durée pour ensuite engager plus tard. J'ai pas besoin de faire, j'ai pas un projet immédiat. En revanche, dans 3 mois, 6 mois, un an, ça peut m'intéresser. Exactement. Bah, l'idée, c'est que on va pouvoir se plonger, comment dire, dans des campagnes, dans des vraies campagnes que je vais vous montrer. Alors simplement, j'ai changé de lien. Il n'a pas aimé. Attendez, je vais me reconnecter en direct. Voilà, ça c'était l'effet des mots. Alors, j'ai encore une Hop. autre question, mais bon, ça, c'est en lien avec ce que tu vas nous partager. C'est dès lors qu'on est en B2B, l'outil et ces stratégies que tu partages, c'est multisectoriel. Ça concerne quasiment tout type de secteur d'activité, on est d'accord? Ouais, exactement. Exactement. Il n'y a pas de secteur d'activité à exclure. Il y en a, pour rien vous cacher, qui vont fonctionner mieux que d'autres. Ce qui est assez logique, en fait, c'est. Alors après, c'est vrai et c'est pas vrai, hein, ça dépend des stratégies, ça dépend de beaucoup de paramètres. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Tout ce qui est, comment dire, si vos personas, c'est de l'industrie, si vous vendez si vous vendez du produit, tout ça, ça fonctionne très bien. Si vous vendez du logiciel, ça fonctionne très bien. Les formations, ça fonctionne bien à partir du moment où on est sur des formations assez spécifiques, c'est des choses qui fonctionnent bien. Alors, vous voyez, si vous faites de la formation, moi, j'aime bien à l'intérieur des emails mettre donc le call to action, la question qu'on pose. J'aime bien, bah, est-ce que je pourrais, puis-je peut-être vous envoyer mon catalogue de formation pour que vous puissiez regarder des choses comme ça, en fait, des choses qui vont permettre de concrétiser l'approche. Parce que si vous posez des questions qui sont un peu moins concrètes, etc., vous allez avoir de moins bons résultats. Donc, en fait, tout fonctionne. Il faut réussir à trouver la bonne porte de sortie dans l'email et la bonne cible. Après, il y a évidemment, dans tout ça, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais honnêtement, euh, il y a la grande majorité des cas, ça fonctionne bien, quoi. Oui, on en parlait ce matin parce un client qu'on travaille, qui vend un produit qui est sur une niche de marché, sur des personas hyper identifiés euh, avec l'outil. Là, on arrive à avoir des résultats qui sont intéressants, clairement. Exactement. Donc, vous voyez, là, j'ai switché sur le compte d'un utilisateur qu'on connaît bien avec Olivier parce que c'est des campagnes qu'on mène ensemble. Donc là, vous voyez, alors, ensemble, on avait regardé un petit peu les trois onglets ici. Je vais vous montrer ici la partie statistique. Donc, à partir du moment où on a des campagnes qui sont envoyées sur la plateforme, en fait, la simple étape par laquelle on n'est pas passé, c'est la création en elle-même de la campagne. Mais ça, c'est vraiment de l'opérationnel. Et là, vous voyez, en fait, je vais avoir un panneau statistique à partir duquel je vais pouvoir suivre tout ce qui se passe dans les campagnes. Et ce cas d'usage est assez intéressant parce que là, donc, vous voyez, tout ça, c'est des nouvelles campagnes. Voilà, on va regarder les campagnes qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus anciennes, quoique elles ont à peine un mois et demi. Mais vous voyez, ça, typiquement, c'est des campagnes qui sont assez intéressantes. D'abord parce qu'elles sont faites sur, vous voyez, un nombre de contacts qui est un nombre de contacts limité, donc par définition, des personnes qu'on connaît bien. Et là, vous voyez, ça va nous permettre d'avoir des bons taux d'ouverture. Donc, vous voyez, la première colonne qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le taux d'ouverture. Ça mesure le nombre de personnes qui ouvrent les emails par rapport au nombre d'emails qu'on envoie. Là, il faut vous dire que une campagne, une bonne campagne, on va commencer à avoir un taux d'ouverture à peu près de 35%, au-dessus de 35-40%, ça va commencer à être des bonnes campagnes. Et c'est ce qu'il faut viser. C'est ce qu'il faut viser quand on fait des campagnes par ce biais-là. Donc ça, vous voyez, c'est le premier KPI, ce qu'on va pouvoir suivre, c'est le taux d'ouverture. Et le deuxième KPI, ce qu'on va suivre,
ça va être ici le taux de réponse, c'est-à-dire le nombre de personnes qui me répondent par rapport au nombre d'emails que j'ai envoyés. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu plus en détail, en fait, on va pouvoir, vous voyez, voir tout simplement le détail du scénario. Donc là, vous voyez, c'est un scénario en 4 étapes. Et là, hop, mais la séquence n'est pas du tout terminée. On a l'email 1 et l'email 2 qui sont partis. Hop, attendez, j'ai tous mes indicateurs qui sortent. Voilà. J'ai l'email 1 et l'email 2 qui sont envoyés. On n'a pas encore nos relances 3 et 4 qui sont partis. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les effets. Déjà, on voit que la relance, elle, génère plus de réponses que l'email 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est sur un volume de prospects qui n'est pas énorme comme ça, c'est de tester plusieurs approches. Là, on a en fait des distinctions qui sont faites par secteur géographique, mais après, peu importe. Et après, l'idée, c'est d'avoir des mécaniques de campagne à partir desquelles, en fait, on va avoir tout le temps des emails qui partent tous les jours. Je vais avoir des emails qui partent, que ce soit des relances, que ce soit des nouvelles campagnes, etc. Et c'est ça, en fait, qui, au fil de l'eau, va nous générer des contacts petit à petit. Et c'est ça, en fait, qui va faire le succès de nos campagnes. Voilà. Ici, vous voyez, il faut considérer qu'à partir du moment où on dépasse les 4,5-5% de taux de réponse, ça commence à être vraiment intéressant. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des campagnes qui fonctionnent très bien en termes de volume, en termes de nombre de réponses, comme il y en a qui vont fonctionner un peu moins bien. Bon, voilà, après, il faudrait regarder, le persona n'est pas forcément le même, le texte n'est pas forcément le même, etc., etc. Et enfin, pour finir, simplement, c'est pas forcément une fin en soi d'avoir des bonnes statistiques. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir suivre les contacts, de savoir ce qu'ils répondent, de pouvoir les suivre dans le temps, etc. Et vous voyez, ça va être l'enjeu de ce dernier onglet, le suivi des leads, à l'intérieur duquel, en fait, ça va être un petit tableau de bord, à l'intérieur duquel le système va déverser au fil de l'eau tous les ouvreurs, tous les cliqueurs, tous les répondeurs de toutes mes campagnes. Vous voyez, en fait, on va les suivre ici et on va derrière pouvoir les reclassifier en fonction du statut et en fonction de la suite qu'on donne. Donc, chacun peut créer en fait son parcours, ses colonnes, les colonnes qu'il veut et en fait faire progresser les contacts dans dans le parcours en fonction de l'interaction qu'on a avec eux. Et ça, c'est assez intéressant pour organiser et structurer la suite des campagnes. Voilà, pour être certain de n'oublier aucun contact et que quoi qu'il arrive, on prend la suite de tout. Ça, c'est une tuerie, le PRM. Nous qui utilisons l'outil, ça fait maintenant 3 ans, plus de 3 ans qu'on travaille ensemble, on a vu l'évolution, notamment entre la V2 et la V3. Là, c'est l'utilisateur qui parle. On a carrément des tableaux de bord qui se mettent en place automatiquement. Donc, c'est l'IA qui sait générer et sait faire la différence entre une réponse négative et une réponse positive. Et donc, il te génère les colonnes automatiquement. Et puis après, il y a effectivement tout le suivi que toi, tu peux paramétrer à souhait. Et ce que tu n'as pas partagé également, c'est que derrière, tu sais interfacer l'outil avec d'autres outils, typiquement un CRM d'une entreprise où voilà, je suis une boîte, j'ai ma base de données avec mon logiciel d'emailing pour faire du nurturing. Ben, typiquement, tu peux venir comme ça alimenter ton CRM automatiquement depuis ma Agilite pour après déverser et alimenter les équipes commerciales. Donc, c'est aussi un outil qui est sur le suivi qui est hyper bien pensé, très, très pointu, parce qu'il permet à la fois de suivre en un coup d'œil, c'est ce que tu nous montres, mais aussi de téléverser avec Zapier ou d'autres API directement dans des CRM existants. Donc, c'est ce que moi je qualifie, mais je le dis parce que ça fait comme 3 ans maintenant qu'on l'utilise. Pour moi, c'est la Rolls-Royce de la prospection digitale. Mais l'outil ne fait pas tout. C'est ce que je retiens, moi. L'outil ne fait pas tout, bien évidemment. L'outil, c'est ce qui permet d'exécuter la stratégie. Mais tout ça, ça doit être en amont pensé, bien réfléchi. Et puis, il y a le test and learn qu'on retrouve finalement dans tout ce qu'on met en place dans le digital avec nos clients. On arrive à la fin de cette masterclass, Nico. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas partagé, que tu voudrais, pour conclure, partager avec nous? J'ai partagé pas mal de choses. Alors, bien sûr, il y a plein de petites spécificités que j'ai pas forcément partagées, etc. Je pense que, en résumé, ce qu'il faut garder en tête, c'est n'ayez pas peur de tester. Il vous arrivera rien. La pire des choses qui va vous arriver, c'est que quelqu'un vous réponde merci de me supprimer de votre liste. Donc, faut pas hésiter. C'est exactement comme au début quand on décroche son téléphone et on est un peu hésitant. Bah, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, n'hésitez pas à commencer. N'abandonnez pas si au bout de 2-3 semaines, il ne se passe pas grand-chose sur vos campagnes. Bah, c'est justement là où il faut redoubler un peu plus d'efforts et essayer des mécaniques un peu différentes, etc. Voilà. Et j'avais une dernière petite idée, mais elle vient de
passé mon esprit, mais c'était Non, dans mais il la y même chose. a, Donc, non, mais écoute, un grand merci, Nico. Moi, je rajouterais que si vous êtes intéressé d'aller plus loin avec l'outil, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Laurent. Et de toute façon, avant de vous lancer et de démarrer sur Magilide, on regarde toujours, on fait déjà un audit, une évaluation de ce qu'on pourrait mettre en place pour vous, notamment avec un pré-ciblage. On travaille toujours sur une volumétrie au préalable avant de vous lancer dans l'outil. Et ce que vous a pas dit Nico, mais je vais le dire à sa place, c'est que on vous donne pas juste un outil et on vous dit, bah, voilà, démerdez-vous avec l'outil. C'est pas du tout l'approche qu'on a avec Magilite. C'est bien au contraire. C'est de vous proposer un accompagnement vraiment personnalisé, adapté à votre activité et on vous prend main par la main en vous conseillant à la fois sur votre stratégie de prospection à mettre en place et puis après, bien évidemment, de la décliner dans l'utilisation de l'outil. Et puis pour travailler avec Nico depuis 3 ans, je peux vous dire que chez Magilite, c'est un très pro, mais surtout très réactif au plus près de leurs clients. Et surtout, vous bénéficiez d'une expertise, je trouve, qui est hyper intéressante, parce que toi, tu as un regard multisectoriel sur des milliers et des milliers de campagnes. Et ça, je trouve, c'est ce qui fait la force de Magilite, du coup, de pouvoir partager, d'être vraiment dans la finesse du conseil et dans la finesse des tactiques qui fonctionnent bien client par client. Un grand merci, Nico, pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette masterclass. On vous retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, pour bah, une nouvelle masterclass qu'on animera avec Laurent sur l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, comment on fait pour mieux fidéliser ses clients grâce à l'IA. Donc là aussi, on vous partagera des tactiques, des techniques. Encore une masterclass très, très opérationnelle en vue. Et d'ici là, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Encore merci, Nico. Et puis, merci beaucoup, vous Olivier. retrouvez Merci toutes les beaucoup à tous. masterclass sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, bien évidemment. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.